Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre un mot, un adjectif sur qu'est-ce qu'un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est juste un entrepreneur qui réussit. L'exercice de fundraise, c'est enchaîner des non jusqu'à avoir un oui. Parce que je pense que la prochaine génération de sociétés vont être des sociétés beaucoup plus tech que la moyenne et que Paris dispose d'un vivier de scientifiques et de chercheurs beaucoup plus important que d'autres capitales. Aujourd'hui, il y a 2 gros champions qui se dessinent, donc les États-Unis et la Chine. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qui prendra la 3e position. C'est pas sûr que ce soit l'Europe. Ils sont en train de réfléchir à créer leur propre centrale nucléaire pour commencer à alimenter leur demande de puissance de calcul et d'énergie. C'est quand même, on parle de dimensions qui sont beaucoup plus importantes que ce dont on parle en France et en Europe. Et je pense la force qu'on a, c'est d'avoir l'Europe, mais c'est aussi un de nos inconvénients, c'est que ça met du temps à se mettre en place, à communiquer, à converger. Et donc voilà, il faut peut-être prendre les choses différemment. Aujourd'hui, dans Jugurtha Talks, je reçois Sofia Daoud, investisseuse deep tech et entrepreneuse d'origine marocaine. Née à Azilal, dans les montagnes de l'Atlas, Sofia a tracé un parcours remarquable. Des grandes écoles françaises, à l'incubateur de l'école polytechnique, en passant par le prestigieux fonds Alaya Partners où elle était partenaire. Cette jeune femme au sourire discret et au regard pétillant consacre ses journées à dénicher les technologies de rupture dans les laboratoires français les plus pointus, pour en faire les fleurons industriels de demain. Spécialiste de la deep tech, elle transforme la recherche fondamentale en innovation. Réservée mais déterminée, appliquée mais audacieuse, Sofia nous raconte aujourd'hui son histoire, de son enfance à Casablanca et sa vision de la technologie française de demain, en passant par ses coups de cœur des chercheurs et entrepreneurs et ses coups de gueule contre un système qui se sous-estime encore et sous-estime aussi le potentiel de l'Hexagone. Une conversation de 90 minutes sur l'avenir de la tech française, les ponts entre la France et le Maroc, et cette génération qui réinvente l'innovation à la française. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par l'histoire de Sofia. Sofia Daoud, bienvenue à Jugurtha Talks. Bonjour Ahmed. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien, merci. Et toi ? Très très bien, ça me fait réellement plaisir de te recevoir. Moi aussi, c'est partagé. Qui est Sofia Daoud ? C'est effectivement une bonne question pour commencer. Écoute, je suis Sofia Daoud, donc j'ai 36 ans, je suis née à Zilel. C'est une petite ville au Maroc et j'ai grandi à Casablanca, c'est une plus grande ville toujours au Maroc. Et aujourd'hui, j'habite à Paris depuis bientôt 18 ans. Voilà. Ça ressemble à quoi de naître à Azilal et de grandir à Azilal ? Alors, j'ai grandi à Casablanca. Je suis juste née à Azilal et ensuite, j'ai passé 18 ans à Casablanca. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est une enfance heureuse. Casablanca, on a la chance d'avoir l'océan Atlantique. On a une très grande ville avec pas mal d'infrastructures. C'était une enfance, ma foi, assez heureuse. Tu as des odeurs, tu as des sons qui te reviennent en tête associés à Casablanca et ton enfance ? Alors, il y avait surtout des bruits à Casablanca. Il y a des bruits de voitures, mais il y a aussi pas mal de culture autour de la gastronomie. Donc, effectivement, les premiers souvenirs qui me viennent en tête, c'est lié à la gastronomie marocaine, à la nourriture marocaine. Donc, c'est plutôt ça les souvenirs que je dirais définissent l'enfance à Casablanca. Ok. Fille unique ou tu as des frères et sœurs ? J'ai un grand frère qui s'appelle Mehdi et j'ai des cousines dont je suis très proche. Il te traite bien, ton confrère, ou tu as été un peu son sous-fifre, ou il t'a protégé ? Tout en même temps. Bien traité, maltraité, moyennement traité. Comme une relation de frères et sœurs. Il paraît que c'est tout à fait naturel dans des fratries. Et aujourd'hui, on est très proches. Quel était le métier de tes parents ? Alors, mon père est toujours, d'ailleurs, malgré son âge un peu plus avancé, médecin. Il adore son métier, très dévoué à son métier, parce que c'est un métier de vocation, un médecin. Et ma mère a travaillé dans le secteur privé. Elle était assistante de direction dans une mutuelle privée. Peux-tu me décrire Sofia adolescente ? Écoute, déjà, ça remonte à assez longtemps. Maintenant, ça remonte à plus de 20 ans. Écoute, j'étais assez scolaire, probablement le premier mot qui me vient en tête. Et malgré cela, très, très sociale. Je pense que je garde de très bons souvenirs du lycée où j'avais beaucoup d'amis, on rigolait beaucoup. Je pense que l'humour a été un élément assez
définissant aussi de mon adolescence et même aujourd'hui de ma vie. J'adore rigoler. Je pense que l'humour, c'est une valeur comme d'autres valeurs et c'est quelque chose, je pense, qui m'a définie. On a beaucoup rigolé. Hein. Bah, c'est vrai pour les personnes qui nous écoutent et qui nous voient. En fait, quand j'ai rencontré Sophia, c'est quelqu'un qui communique, qui a un sourire très communicatif, très souriante. En tant qu'ado, on a tous des obsessions. Quelle était ton obsession? Quelle était la tienne? Euh, je saurais pas définir l'obsession. Je pense que je n'en avais pas une seule. Je pense que j'avais envie d'aventure, j'avais envie de voyager. Quand j'étais plus petite, je voulais être pilote de l'air. Je pense que piloter un avion, pour moi, c'était une manière de voyager. Et donc, je dirais plutôt, peut-être pas une obsession, mais une envie. Le voyage, la découverte, l'aventure. Aujourd'hui, tu as 36 ans, c'est ça? C'est ça, Tu as 36 ans, tu es maman, tout à fait. tu es française, Oui, entrepreneuse, oui. investisseuse. Comment cette Sophia adulte a-t-elle émergé de l'adolescente de Casablanca? Elle a émergé incrémentalement, petit à petit. Je pense que c'est un parcours qui n'a pas été linéaire. Je pense que je suis quelqu'un qui est très intuitive, donc j'ai pas mal testé des choses, appris à travers certains échecs ou certaines réussites. Et petit à petit, donc j'ai suivi un parcours qui m'a mené d'envie à envie d'apprendre, puis envie encore d'apprendre autre chose, et ainsi de suite. Et comme tu le mentionnes, effectivement, j'ai eu la chance de faire plusieurs choses différentes autour d'un même secteur qui est le secteur de l'entrepreneuriat et l'innovation. Mais j'ai eu la chance et le courage, même parfois, parce que ce n'est pas toujours évident, de tourner autour de ce secteur par différents angles, que ce soit entreprendre moi-même, investir dans d'autres entrepreneurs, accompagner des entrepreneurs dans des programmes d'innovation, enseigner l'entrepreneuriat. Donc voilà, j'ai un petit peu parcouru tous les angles de la table, on va dire. Je voudrais rapidement rappeler ton parcours. Tu as suivi un parcours académique d'excellence, donc tu as fait prépa, école des mines, ESSEC. Aussi, tu étais responsable du programme d'accélération de l'incubation de l'école polytechnique, senior associé dans l'équipe Capital Risque chez BPI France, partenaire chez Elaya, mais aussi tu as créé ta boîte en 2017, si je ne dis pas de bêtises, Tout à fait. Little Panda. Tu es à l'initiative, ou du moins partie prenante de Moroccan Tech, on reviendra sur ça, et l'initiative Carawin. Quand on regarde ton parcours avec ce mélange d'excellence académique, d'entrepreneuriat et de non-profit, on peut se demander quelle vision guidait tes choix. Avais-tu dès le départ cette ambition de devenir un pont entre différents mondes, académique, business, France-Maroc? Je pense que c'est effectivement, tu touches du doigt quelque chose qui définit la valeur que je veux apporter, qui est d'être à l'intersection de plusieurs choses, là où se crée de la valeur. Alors, je vais essayer de schématiser ça. En fait, je pense que les exemples que tu as donnés sont des exemples de mondes qui parfois communiquent pas et que j'ai eu envie de faire communiquer, donc d'être une passerelle à travers plusieurs mondes. Je donne l'exemple de ma spécialité en investissement deep tech. Donc, j'investis dans des chercheurs qui veulent créer des sociétés. Donc, c'est l'intersection entre l'univers de la recherche et de l'entrepreneuriat. Ces deux univers qui semblent à première vue similaires, mais qui parfois ne communiquent pas bien ou communiquent pas du tout. Et donc, être à l'intersection de ces deux mondes, savoir communiquer, parler deux langages différents, ça a de la valeur. Et je pense qu'en étant à l'intersection de ces deux mondes, on arrive à créer quelque chose d'unique et quelque chose qui a de la valeur. Et je dirais la même chose de, effectivement, les initiatives qu'on a lancées ces dernières années sur les ponts entre le Maroc et la France. Je perçois qu'il y a une vraie valeur à créer des passerelles entre l'Europe et l'Afrique via deux pays amis qui parlent la même langue. Et donc, la France et le Maroc me semblent être naturellement des bons candidats pour créer des passerelles. Tu as déclaré être tombée amoureuse de la deep tech en travaillant pour l'accélérateur de l'école polytechnique. Peux-tu tracer un moment particulier où tu as eu ce coup de foudre? Alors, c'est plusieurs moments durant cette phase qui m'ont
forgé en tout cas la conviction qu'il existe quelque chose à faire dans la deep tech. Je pense qu'il y a d'une part la réalisation qu'il y a une excellence académique de pointe en France et en particulier sur le plateau de Saclay. Donc on parle de l'école polytechnique, mais en fait le plateau de Saclay, c'est le regroupement de plusieurs écoles d'ingénierie et plusieurs laboratoires de recherche. Et sur le plateau de Saclay, j'ai eu cette première réalisation, c'est la richesse, l'étendue et à quel point on avait un écosystème extrêmement fertile de recherche et d'excellence académique. Donc ça, c'est la première réalisation. C'est en voyant le nombre de chercheurs et le niveau de ces chercheurs-là qui m'a fait réaliser qu'on avait un vivier exceptionnel de talents. La deuxième réalisation, c'est la nature des sociétés qu'on crée. J'avais commencé l'investissement en investissant dans des sociétés qui étaient des sociétés de software, donc de logiciels, ou e-commerce ou marketplace. C'était la nature de l'innovation qu'on avait entre 2012 et 2016. Les gens ont créé le futur e-commerce de ceci, le futur software de cela. Et puis, quand je suis arrivée sur ce domaine qui était un peu plus scientifique, on nous présentait des technologies qui avaient vocation à résoudre des gros problèmes, que ce soit des sujets liés au climat, le spatial, la médecine, des sujets vraiment que je juge, moi en tout cas, d'un niveau d'importance encore supérieur au sujet dont on parlait avant, qui étaient des sujets de digitalisation. Et donc cette réalisation, les deux, à la fois l'opportunité d'avoir un talent exceptionnel à portée de main, vraiment sur le plateau de Saclay, il y a d'autres hubs en France, mais le plateau de Saclay en fait partie, voir le niveau d'excellence et le nombre de scientifiques dont on dispose et leur capacité à créer des vraies solutions technologiques de rupture. Je pense que quand on voit ça, on se dit il y a quelque chose. On ne peut plus refaire du SaaS. On ne peut plus revenir en arrière. C'est plus possible. J'investirai plus en marketplace. Et donc, du coup, voilà, ça a été le début d'une passion sincère, en tout cas pour les gens qui essaient de résoudre des problèmes de cette nature-là avec des technologies de rupture. Dans l'entrepreneuriat classique, comme par exemple pour Little Panda, on suit généralement un chemin assez naturel. D'abord, une idée qui répond à un besoin identifié. Ensuite, une équipe passionnée, ou du moins une personne. Enfin, l'hypothèse d'un marché viable. Mais dans la deep tech, c'est comme si on renversait complètement cette logique. On part d'une percée scientifique qui sort des laboratoires, et seulement après, on tente de construire tout le reste. L'équipe, l'hypothèse de marché, la vision entrepreneuriale. Tu ne trouves pas ça un peu risqué? Parce que dans l'entrepreneuriat traditionnel, l'équipe représente souvent tout, si ce n'est le pilier de la boîte. Comment on transforme des geeks, c'est généralement des personnes hyper passionnées, sortent de labo, en des start-upers? Alors effectivement, c'est on va dire un procédé qui est différent d'une innovation classique de digitalisation que tu décrivais, qui est marketplace ou e-commerce ou un software. Donc ici, on va chercher à soit développer, soit utiliser une technologie qui a été créée ou qui est le fruit d'un savoir-faire qui est né dans un laboratoire de recherche, ou en tout cas dans l'univers de la recherche, ou parfois juste de personnes qui ont été formées dans des parcours académiques d'excellence. Et donc ça crée effectivement des typologies d'obstacles qui sont différentes, qui sont par exemple, le premier, c'est l'équipe. Comment faire en sorte de transformer cette équipe qui était très scientifique dans un laboratoire, qui cherchait une solution à un problème donné, en des entrepreneurs qui vont construire à partir de cette technologie, recruter, gérer un business, vendre à des clients, etc. Fake it until you make it. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment développé de playbook pour ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore toutes les clés pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'un chercheur donné ou une personne donnée va développer une affinité pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait que des personnes vont réussir mieux que d'autres. C'est très difficile à anticiper. Et accessoirement, les personnes évoluent, leur leadership se construit au fil du temps et la vision, l'ambition qu'ils portent se développe au fil du temps. Donc quand on voit des entrepreneurs à la télé qui ont réussi ou qui sont en train de réussir, ce n'est pas les mêmes personnes qui ont démarré. Donc c'est très difficile de comprendre au départ qui va être un bon entrepreneur, de qui ne va pas réussir à exprimer cette ambition ou cette vision ou à développer ce leadership.
Cela dit, je pense qu'il y a quelques éléments qui nous permettent de voir comment certains peuvent... Je suis curieux. Je pense que le premier élément, c'est d'en avoir l'ambition. Je pense que ça, on le ressent. C'est quelque chose qui peut s'exprimer de différentes manières, même différentes langues, avec différents outils. Mais Avec différents adjectifs, il y a des gens qui diraient la niaque, pardon. Et la niaque, la dalle. Mais je pense que ça, on le ressent très vite parce que ça va être des gens qui se sentent contraints dans un espace donné, frustrés, qui ont envie de bouger, qui ont envie de créer. Voilà, on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et la manière dont ils vont amener les choses, dont ils vont affronter les obstacles, poser des questions, apprendre, ça va être aussi des éléments qui nous guident vers le fait de détecter cette ambition. Parce qu'ils vont venir, ils vont peut-être pas l'exprimer de manière très linéaire. Ils vont pas dire voilà, j'ai l'ambition de créer une boîte qui sera une licorne, je vais recruter une équipe. Ils vont pas l'exprimer de manière aussi claire. Cela dit, ils vont venir, ils vont poser des questions, ils vont revenir une deuxième fois. Et puis après, ils vont me recontacter en disant au fait, tu m'avais dit que je pouvais t'envoyer ma présentation, voici ma présentation, qu'en penses-tu? Comment faire pour avoir des financements? Ensuite, ils vont apprendre, ils vont aller sur Internet, ils vont se former, ils vont être curieux, ils vont aller parler à d'autres personnes. Et voilà, ils vont pas lâcher l'affaire. Et puis 3 mois après, ils seront encore là. Et puis 6 mois après, ils vont encore chercher. Et puis il y a aussi une forme de frustration aussi. On sent que c'est des gens qui sont un peu plus frustrés que la moyenne. C'est des gens qui sont pas satisfaits et qui sont là à chercher comment faire mieux, comment voir ce qui se passe là-bas. Et puis qui ont un peu la bougeotte. Donc voilà, ces petits éléments, même exprimés différemment ou même un petit peu, ça peut être très subtil. Ça nous guide vers des éléments qui nous font penser que cette personne peut se révéler être une bonne entrepreneur. Et ça, c'est non sollicité. Ça veut dire que ça vient spontanément de la personne. Il ne faut pas que ça soit induit. Alors, c'est une bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on récupère ce qu'on appelle les low-hanging fruits, c'est-à-dire on récupère les personnes qui, d'elles-mêmes, sont venus vers l'entrepreneuriat, mais je pense qu'on peut aller plus loin dans cet exercice en démocratisant un petit peu l'accès à l'entrepreneuriat à d'autres personnes qui n'avaient pas, qui n'ont pas de lien direct avec soit l'univers de l'entrepreneuriat ou l'investissement ou d'autres univers, et aller les chercher pour leur dire, écoutez, c'est une carrière qui existe, c'est possible, vous en avez peut-être les capacités, en tout cas sachez que ça existe et qu'il y a des modèles, des gens qui ont réussi, et peut-être inspirer d'autres personnes qui n'auraient pas eu l'idée d'entreprendre, et pour leur expliquer les codes, leur expliquer un peu la voie, et aller chercher un peu plus je pense, de personnes. Là, aujourd'hui, on récupère les gens qui ont déjà été, en tout cas, en contact avec l'entrepreneuriat et l'innovation. Je pense qu'on peut aller plus loin dans cet exercice en cherchant peut-être des gens qui sont un peu plus éloignés de cet univers, mais qui en ont les compétences, l'envie, l'ambition, la vision, parfois même juste le hasard d'une rencontre. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a un arc de développement tu plantes un peu la graine chez les gens et après ils deviennent assez curieux, ils se lancent eux-mêmes, ils viennent de plus en plus vers toi, ils se renseignent. Une des personnes que j'admire énormément, qui s'appelle Paul Graham, qui a créé un accélérateur qui s'appelle YC, Y Combinator. Donc c'est une des personnes piliers un peu de la Silicon Valley. D'ailleurs, j'invite les personnes. Son blog, il est super sympa à lire. Je ne sais pas si tu as lu. Il y a un post qui est super intéressant qui s'appelle Do Things That Don't Scale. Ouais. Donc, faire des choses qui ne scalent pas. En d'autres termes, c'est assez de recruter son utilisateur à la mano. S'il y a besoin d'un ascenseur, mets une poulie et monte-toi le truc toi-même. Ces éléments-là ne s'appliquent pas pour la deep tech? Alors, ça dépend de la deep tech, c'est un mot assez large. Ça dépend de quel secteur de la deep tech on parle. Je pense que la différence qu'on peut avoir entre des playbooks plus traditionnels et playbooks de la deep tech, c'est que parfois on va devoir d'abord transformer cette technologie, en tout cas la traduire en un produit,
avant d'essayer de traduire le produit dans un marché. Et donc, c'est un cycle qui est probablement un peu plus long parce que ce n'est pas un produit qu'on peut parfois décomposer en sous-produits. Donc, par exemple, dans les playbooks plus traditionnels, et notamment de ceux que le Y Combinator essaie de pousser, on a ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimum Viable Product, qu'on essaye de tester, itérer dessus. Et c'est une excellente approche parce que souvent les clients disent ce dont ils ont besoin, les clients font des feedbacks et puis on arrive à avoir des éléments pour orienter la construction du produit. C'est un peu plus compliqué en deep tech quand ce sont des produits qui sont plus complexes technologiquement parce qu'on va mettre un peu plus de temps à les développer, un peu plus de temps à les tester et donc du coup les cycles d'itération vont être plus importants, que ce soit en termes de coût, mais aussi en termes de temps, de temporalité. Quand on est en train de développer une membrane, par exemple, pour filtrer l'eau, pour faire du dessalement d'eau, on ne peut pas, du jour au lendemain, tester auprès d'un client et puis revenir au laboratoire pour redévelopper une saveur un peu différente de cette membrane qui fait autre chose. C'est des cycles qui sont un peu plus longs. Et donc, du coup, peut-être que ce playbook doit être un petit peu modifié. Cela étant dit, certains réflexes et certains enseignements sont bons. Notamment, par exemple, dans cet enseignement, il faut tester, il ne faut pas avoir peur de la complexité du monde réel, il ne faut pas avoir peur du chaos, il faut essayer de confronter sa solution, son produit, au monde réel, au feedback, aux clients, aux objections, aux négations des gens qui vont dire non, ça c'est pas bien, j'ai pas envie de changer, c'est pas terrible, c'est trop compliqué, on me demande de rentrer 3 fois mon password, ça me va pas. Donc voilà, cet enseignement-là, ce sont ces enseignements-là qui sont bons à prendre parce que effectivement, le juge de paix dans tout ça, c'est les clients. C'est-à-dire que quand on construit une société, on a vocation à construire un business, donc ça veut dire générer des revenus auprès de clients et être à terme profitable. Et donc ça doit être un peu l'étoile qui guide les choix. Plus tu me parles de ça, plus je pense à... généralement, quand on entreprend, on essaye rapidement de ne pas investir du temps dans un MVP afin de ne pas s'y attacher émotionnellement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sunk cost fallacy. C'est plus j'investis du temps, des ressources dans une solution, si cette solution demain est rejetée, je vais m'acharner dessus pour dire que non, en fait, j'y ai investi 10 ans de ma vie. Et c'est pas possible qu'elle soit balayée d'un revers de la main aussi rapidement par un user et qu'il me dise non, j'aime pas ton produit. Est-ce que ça existe ça dans la deep tech quand on a un gadget ou un prouesse technologique tellement forte que voilà, confronté au marché, il n'y a pas de besoin, ou alors il n'y a pas l'écosystème pour supporter cette technologie, ou alors c'est trop tôt pour cette technologie. Comment ça se passe pour gérer l'ego d'une personne qui a passé 10 ans dans un laboratoire à développer ça? Alors, il y a 2 questions. La première, c'est est-ce que ça se produit en deep tech? La réponse est oui. Malheureusement, c'est un des risques de la deep tech, c'est d'adresser des marchés qui sont niches. On a souvent des boîtes qui ont des super technologies, des bons produits, mais le marché adressé reste vraiment un marché beaucoup trop restreint pour créer une très grosse société. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un business intéressant, c'est simplement, ce n'est pas une société dans laquelle on va pouvoir déployer beaucoup de capital en tant qu'investisseur, et c'est une société sur laquelle on va probablement chercher des modèles différents. Donc c'est des sociétés, par exemple, qui devraient probablement moins lever d'argent, plus être rentables, et puis essayer peut-être de se consolider à terme avec d'autres acteurs pour créer un peu plus de taille critique. Donc c'est tout à fait, ça existe, et il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui en France sur pas mal de thématiques, en chimie, en matériaux, qui développent des solutions, mais qui sont plutôt des sociétés type PME et qui ont été le fruit de transferts technologiques de laboratoires. Donc c'est tout à fait naturel, et c'est une voie normale et qui est très bien pour la deep tech. Maintenant, quand on crée une société qui a vocation à être une start-up, là, il va falloir réfléchir à sortir de ce marché de niche suffisamment tôt pour ne pas rester contraint et ne pas développer un produit unique qui est difficilement transposable sur d'autres marchés. Maintenant, il y a la question de comment gérer les feedbacks auprès des fondateurs. Je pense que naturellement, les entrepreneurs, au fil du temps, apprennent à encaisser les feedbacks.
Je pense que c'est probablement un des filtres pour trouver des très bons entrepreneurs, c'est qu'il faut accepter d'avoir tort jusqu'à ce qu'on ait raison. Et c'est d'ailleurs un univers où en fait, c'est un univers qui est fait d'obstacles, de non, de refus Constamment. constamment. Et c'est contre-intuitif parce que l'humain va être attiré par des environnements où il est apprécié, voulu, attendu, où c'est facile, où tout le monde lui dit oui, où il avance de manière simple. L'entrepreneuriat, c'est l'inverse. On va dans un chemin qui est compliqué, où on ne veut pas de toi, où tout le monde a envie de te dire non. Et par exemple, l'exercice de lever de l'argent, c'est un exercice qui est super intéressant parce qu'en fait, l'exercice de fundraise, c'est enchaîner des non jusqu'à avoir un oui. Parce que structurellement, les investisseurs investissent dans une partie infime du deal flow qu'ils reçoivent. C'est-à-dire qu'ils reçoivent 2000, je donne des nombres approximatifs, mais ils vont recevoir 2000 projets et investir dans une dizaine. Donc structurellement, ils sont conditionnés à dire non. Donc un exercice de levée de fonds, c'est enchaîner 50 rendez-vous où on nous dit non, 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 c'est trop petit, le marché est trop petit, le produit n'est pas bon, l'équipe n'est pas intéressante, etc. Jusqu'au jour où il existe quelqu'un qui dise oui, oui, ça m'intéresse, je pense que c'est une très bonne idée. Et voilà, avoir sa première offre. Et donc, c'est contre-intuitif comme exercice. Et l'entrepreneuriat a ça de particulier, c'est que c'est un chemin où on pousse les murs, on crée à partir du chaos, on essaie de forcer les choses. Et donc, les entrepreneurs apprennent de facto à itérer sur leurs idées, à récupérer des feedbacks et puis à réessayer, et à accepter aussi de se tromper parce que ils vont faire ils vont prendre des mauvaises décisions, ils vont faire des erreurs. Le but, c'est qu'ils en fassent de moins en moins et qu'ils prennent des décisions de plus en plus meilleures avec le temps, jusqu'à ce qu'ils deviennent de très bons entrepreneurs et puis qu'ils puissent enfin déployer leur leadership, essayer de construire la boîte qu'ils ont rêvé de construire. Décris-moi un entrepreneur parfait selon toi. Il n'existe pas. Si on tend s'il y a une utopie et on tend à l'atteindre, ça serait quoi? Je pense sincèrement qu'il n'existe pas d'entrepreneur parfait. Je pense, pour en avoir côtoyé pour le coup plus d'une centaine, je pense qu'ils ont tous des qualités, ils ont tous des défauts, et surtout, ils ont tous une spécificité, une unicité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est très important de ne pas véhiculer une image très standard des entrepreneurs, parce qu'il en existe de différentes sortes. Et même les gens qu'on voit à la télé, tu citais tout à l'heure les gens de Y Combinator, ils sont très différents. Sam Altman, c'est pas Elon Musk, c'est pas Bill Gates, c'est pas Steve Jobs. Et puis même des entrepreneurs français, je pourrais t'en citer plusieurs, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont différentes formes d'entrepreneurs. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre un mot, un adjectif sur qu'est-ce qu'un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est juste un entrepreneur qui a réussi. Parce qu'il existe différentes formes d'entrepreneurs. Il y en a qui sont extravertis, mais il y en a qui sont introvertis. Il y en a qui sont business, il y en a qui sont scientifiques, il y en a qui sont orientés vers les gens, il y en a qui sont orientés vers les décisions. Il y en a de différentes formes. Il faut les accepter tous avec leurs défauts qu'on essaie probablement parfois aussi de corriger, mais aussi essayer d'exploiter leurs qualités. Parce que, par exemple, on va prendre des gens comme Steve Jobs, ça va être des gens très créatifs, très rêveurs, très ambitieux. Et donc, du coup, voilà, essayer de travailler autour de ça pour compléter ce qu'ils n'ont pas, parce que c'est des gens qui vont être très dans la créativité, dans le rêve, vont être probablement moins dans les chiffres, moins dans l'action, moins dans le produit. Donc, il leur faut un cofondateur qui soit plus dans les opérations, l'exécution ou le produit. Et inversement, quand on a des fondateurs très scientifiques sur le produit, qui comprennent très bien les mécanismes de leurs produits, de leur technologie, avoir des personnes autour d'eux qui sont plus dans les chiffres, le business, etc. Je voudrais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on réfléchisse d'une manière assez macro et philosophique à la technologie, à la deep tech. Toi, tu es un peu en avance, ça veut dire que tu arrives à voir les technologies du futur sur lesquelles les gens sont en train de travailler. Et un des historiens et écrivains que j'aime beaucoup, qui s'appelle Will Durant,
Il a écrit un livre que je conseille souvent qui s'appelle The Lessons of History, les leçons de l'histoire. Et je vais citer un petit passage que j'aime, que je trouve très fondamental. Et je vais le dire en français parce qu'il a écrit en anglais. Et ceci est le passage. Les avancées technologiques doivent être considérées comme des nouveaux moyens d'atteindre des vieilles fins. La science est neutre. Elle tuera pour nous aussi volontiers qu'elle guérira. Comment cette réflexion résonne-t-elle avec ton expérience à toi? Alors, le sujet touche, je pense, particulièrement l'intelligence artificielle en ce moment. Je pense que c'est plus ces sujets-là. Ou les ordinateurs quantiques aussi peuvent être mal utilisés. Oui, tout à fait. Je ne suis pas sûre que ce soit intégré nativement dans les réflexions au départ. Je pense qu'au départ, on est, de la même manière qu'on développe un outil, on est dans des considérations plutôt positives de créer de la valeur, de résoudre des problèmes qui sont des problèmes qu'on connaît. Bien sûr, après, les outils peuvent être employés à d'autres fins, mais au début, on est dans une course de développement, on est dans un mindset de production d'une feuille de route. Je pense qu'on n'est pas dans des considérations de cette nature. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est important. Parfois, il y a même des capital risqueurs qui peuvent avoir cette éthique-ci. Je vois que les générations qui viennent ont cette conscience. Et ils voudraient être des agents de bien, mais pas dans le sens un peu bisounours, mais plus des faiseurs de bien. Et parfois, cette dimension peut ne pas être highlightée dès le début. Et je ne sais pas s'il y a des outils juridiques qui font qu'un propriétaire d'une technologie peut restreindre dans son utilisation que pour certaines choses et pas pour d'autres. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Mais il y a aussi parfois même la dimension politique. Je ne sais pas si tu connais peut-être Mark Anderson, donc un des fondateurs de la boîte A16Z, ou ce qu'on appelle Anderson Horowitz. Je crois que c'est le deuxième plus gros capital risqueur au monde après Sequoia, si je ne dis pas de bêtises. J'admire énormément Mark. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et de très futé. Mais il a aussi un podcast, je ne sais pas si tu l'écoutes, et un de ses épisodes, de ses podcasts qui s'appelle Trump is about to change everything for tech startups. Donc, il partage sa vision très politique de la technologie, et particulièrement à la minute 26-30. Il dit quelque chose qui est frappant, qui a retenu mon attention, et quand je préparais cette interview avec toi, je l'ai fait. Et il dit, et je le cite, « Il y a notre vision du monde qui va gagner. » Ou c'est leur vision du monde qui va gagner. Ici, il parle de la Chine. Et il est crucial que ce soit nous. La tech est importante, non pas parce que ce sont des gadgets, mais parce qu'elle détermine l'avenir du pays et du monde. Cette déclaration m'a fait réfléchir sur la dimension souvent invisible. En acceptant d'être financé par un VC, un entrepreneur tech devient parfois, sans le réaliser pleinement, un véhicule d'une vision politique. Et comme le vieil adage le dit, follow the money. Et toi, en tant qu'investisseuse tech, comment perçois-tu cette dimension politique dans ton métier et l'as-tu expérimenté? Et les fondateurs avec lesquels tu travailles sont-ils conscients qu'en acceptant certains financements, ils s'inscrivent potentiellement dans un projet de société plus large? Je pense que la culture aux États-Unis est un peu différente de celle en France. Je pense qu'aux États-Unis, les gens ont tendance à s'exprimer sur des sujets différents et notamment politiques. Je pense qu'en France, on a moins cette culture de s'exprimer sur ces sujets. Donc aujourd'hui, on n'a pas de fond qui est plus ou moins marqué avec une couleur politique ou soutenir publiquement une couleur politique. Je ne pense pas que ce soit ni culturellement ancré dans ce qu'on fait en France. Et à ma connaissance, pas tellement. Après, bien sûr, aujourd'hui, il y a des figures politiques ou des figures de la tech qui font un peu de politique. Donc ça, on les voit, on les connaît. Et après, les entrepreneurs commencent maintenant à avoir accès à l'information. Ils discutent, ils ont aussi des amis qui sont dans des VC, donc ils arrivent à se faire des opinions. La réalité, c'est qu'en fait, maintenant, c'est devenu aussi un métier plus d'individus, c'est-à-dire qu'on peut retrouver dans un même fonds des partenaires de différentes natures. Et en fait, selon la personne avec qui on décide de travailler, ça peut
être plus ou moins bien ou être un peu plus contraignant. Mais sinon, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans les mêmes... on n'est pas dans les mêmes considérations, je pense, que les États-Unis. Vraiment, c'est pas... eux, ils sont beaucoup plus proches de l'univers politique. C'est pas parce que ce n'est pas visible que ça n'existe pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Oui, je comprends. Mais c'est pour ça que je voulais voir avec toi. Tu as défendu l'idée que Paris est sous-estimé comme hub technologique. Je voudrais que tu développes un tout petit peu plus cet aspect que tu as affirmé. Alors, je pense que tu dois faire référence au post que j'avais fait pour titiller nos amis londoniens. En fait, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'en Europe, c'est Londres la capitale de la tech. À juste titre, parce que je pense qu'effectivement, la majeure partie des capitaux se trouvent à Londres. Je pense qu'en termes de licorne, Londres est devant les autres capitales. Et puis, je pense qu'ils ont aussi des vrais atouts en termes de montant d'investissement. Cela étant dit, je pense qu'il faut défendre aussi la place de Paris parce que nous, Parisiens, on a tendance à mal parler de Paris. Les Français ont tendance à mal parler de Paris. Et donc, tout ça se factorise. Et puis maintenant, les gens ne prennent pas le temps de regarder les chiffres, ne prennent pas le temps de comparer. Donc, c'est important de rétablir un petit peu de certaines vérités. Et parmi ces vérités, c'est que Paris n'a pas non plus à rougir. En tout cas, je parle de Paris parce que c'était l'objet de cette affirmation. C'est qu'aujourd'hui, je pense que Paris peut devenir le prochain tech hub d'Europe. Parce que, je pense que la prochaine génération de sociétés vont être des sociétés beaucoup plus tech que la moyenne et que Paris dispose d'un vivier de scientifiques et de chercheurs beaucoup plus important que d'autres capitales. On a la malchance d'être très concentré en France, mais c'est aussi une chance parce qu'aujourd'hui, on va juste à la montagne Sainte-Geneviève, près de l'ENS, il y a 2000, 3000 chercheurs de très, très, très haut niveau. Rien que dans ce quartier-là, après on change de quartier, on peut aller à Saclay, il y en a 2000, 3000, etc. Donc on a un nombre très très important de recherches et de chercheurs concentrés dans une même ville. Une même ville qui est suffisamment accessible. Et ça c'est très important parce que Londres, ils ont la particularité d'avoir plusieurs hubs. Alors, pour pas passer d'un hub à l'autre, c'est pas évident. Aujourd'hui, Paris, les gens se déplacent, se voient, communiquent. Même Saclay, qui reste un endroit un peu plus difficile d'accès, en fait, en 40 minutes, en RER, on y est. Et Paris est central. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, si on veut vraiment créer un marché européen, il faut se déplacer, il faut communiquer avec différentes villes. À Paris, on a 2 aéroports qui sont accessibles par métro et RER, ce qui est exceptionnel. On est à moins de 2-3 heures de train de plusieurs capitales européennes, que ce soit Londres, Bruxelles, Berlin, la Suisse. On a quand même la chance d'avoir un réseau ferroviaire extrêmement connecté. Et on a pas mal de VC qui viennent volontiers parce que c'est quand même une très belle ville. Donc, il y a pas mal d'investisseurs étrangers qui, quand ils viennent en Europe, viennent à Paris. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des atouts pour devenir le prochain hub européen de la tech. Alors, aux côtés de Londres, devant Londres, après Londres, on pourra toujours se titiller. Mais il faut arrêter de critiquer Paris. Je pense qu'on a des vrais atouts. Et je pense qu'il faut les mettre en avant parce que c'est important, on envoie un signal. Et aussi, je pense qu'il faut dire aux gens qui ont envie de s'installer à Paris qu'il existe autant de chercheurs, autant de VC, que c'est connecté, qu'on peut se déplacer, parce que c'est important pour prendre une décision, de connaître ces informations qui sont souvent un peu mises à l'écart pour dire oui, il y a les grèves, Paris, les Parisiens. Donc bien sûr, on aime bien critiquer Paris. Cela étant dit, aujourd'hui, si on doit faire le choix d'adresser l'Europe, de manière efficace pour faire de l'investissement, pour faire de la deep tech, je ne comprendrais pas pourquoi on ne considérerait pas Paris au moins dans le top 2 des villes où s'installer. On va passer un peu de la France un peu à l'international. Aujourd'hui, il y a un peu une course technologique entre la Chine et les États-Unis. Où est-ce que tu vois la France et l'Europe dans ce clash des titans? En termes d'intelligence artificielle? Deep tech et hard tech plus large, donc assez large. Alors, il y a des domaines, je pense, où on pourrait
continuer la course parce que en tout ce qui est life science, biotech, on continue à créer des très bonnes sociétés, des très bons chercheurs, avoir des très bons partenariats. On a des groupes pharmaceutiques très présents, des très bons fonds. Cela dit, dans d'autres sujets de la tech, effectivement, aujourd'hui, il y a 2 gros champions qui se dessinent, donc les États-Unis et la Chine. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est qui prendra la 3e position. C'est pas sûr que ce soit l'Europe. Et c'est ça le vrai. Pourquoi ? Je pense que la vélocité des développements, en tout cas si je parle par exemple de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui le gros sujet d'attention, mais surtout de crainte, et puis à juste titre parce que c'est un sujet très important, la vélocité des développements, la vélocité de la manière dont les choses se structurent et surtout l'intensité de besoin en capital fait qu'il faut agir vite, investir massivement. Et il faut le faire maintenant et à grande échelle. Et à moins que j'ai raté une grosse information très structurante, à part des effets d'annonce, bien sûr, sur on va lancer un fonds pour abonder, j'ai pas vu de feuille de route très claire sur les investissements qu'on va faire, que ce soit en pouvoir de calcul, en data center, etc., ou des feuilles de route sur quelles sont les positions qu'on veut prendre dans la chaîne de valeur, comment on va améliorer l'adoption de l'IA, est-ce qu'on veut recréer nous-mêmes des champions sur les modèles, qu'est-ce qu'on veut faire sur ces sujets-là. Je n'ai pas vu de feuille de route très claire, d'ambition assumée, et puis de capitaux qui suivent à l'échelle de cette ambition. C'est dommage parce que les talents ne manquent pas. Donc, tout à l'heure, j'ai fait référence à Karim Baguir, qui est un franco-tunisien, qui est, je crois que c'était une des acquisitions les plus élevées en IA. Je crois que ça s'est fait. Tout à fait. 500 millions. Ouais, 500 millions. À BioNTech. Exactement, à BioNTech. Et donc, les talents existent. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas en fait une force de frappe derrière ces talents pour faire que l'Europe, et particulièrement la France, soit bien placée dans ce choc-là. Tu as un pronostic pour la 3e place ? C'est très difficile. Je pense qu'il y a plusieurs géographies qui essaient de prendre la 3e place. Il y a l'Inde qui essaie de rattraper son retard et puis qui dispose de pas mal d'atouts. Et puis il y a le Middle East. Ils ont à Abu Dhabi développé des centres de recherche avec d'autres centres d'application qui ont investi massivement et qui font aussi des investissements un peu partout. Donc il y a plusieurs géographies qui sont encore dans la course. Mais c'est une course qui va très vite. Honnêtement, aujourd'hui, le niveau de sophistication des modèles, l'ampleur des investissements qu'ils ont, ils sont en train de réfléchir à créer leur propre centrale nucléaire pour commencer à alimenter leur demande de puissance de calcul et d'énergie. C'est quand même, on parle de dimensions qui sont beaucoup plus importantes que ce dont on parle en France et en Europe. Et je pense la force qu'on a, c'est d'avoir l'Europe, mais c'est aussi un de nos inconvénients, c'est que ça met du temps à se mettre en place, à communiquer, à converger. Et donc voilà, il faut peut-être prendre les choses différemment, parce qu'on ne pourra pas faire les choses de la même manière si on attend de tous converger sur une feuille de route, mettre en place des investissements tous ensemble. Je pense que ça prendra beaucoup trop de temps et on sera déjà en retard. Non, on est déjà en retard. De toute manière, honnêtement, là, c'est factuel. On a beaucoup moins d'acteurs dans la course, que ce soit dans le cloud, mais dans l'IA. Aujourd'hui, les GAFAM sont aux États-Unis, les principales sociétés qui développent des modèles d'IA sont aux États-Unis. Donc on a quand même déjà des éléments pour penser qu'il faut accélérer. Allons un peu au Maroc, maintenant. Je crois que tu étais à l'initiative avec une autre personne de Moroccans in Tech, je me trompe ? Oui, tout à fait. Okay. Déjà, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette communauté ? Alors, c'était avant le Covid, c'était en 2019. Donc, j'étais investisseuse en venture et je voyais pas mal de Marocains dans la tech qui ne parlaient pas entre eux, mais qui étaient là, qui étaient brillants, qui faisaient des choses intéressantes. Et je pense qu'il y avait une première volonté de ma part, en tout cas, c'était de les rendre plus visibles. Et c'est très important parce que voilà, il y a aussi des narratives sur les Marocains en France qui peuvent être de différentes natures. Et puis bon, voilà, on n'est pas aidé par certains journalistes. Donc c'est important de reprendre aussi une narrative sur les Marocains, en tout cas les Marocains dans la tech, et de montrer qu'il existe des Marocains brillants qui réussissent et qui font des choses intéressantes.
Donc on a commencé donc avec 2-3 copains qui partageaient un peu la même volonté à se réunir tout simplement. On se réunissait, on venait prendre un verre, donc c'était vraiment tout simple. Et au début, on était une quinzaine, puis après le Covid, on a refait un événement, on était une cinquantaine, et puis ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, on soit 200, 300, et ça marche, ça marche bien parce que les gens font du business ensemble. Il y a une utilité aussi pour eux de se rencontrer, d'étoffer leur réseau. Je pense que ce qui est important dans ce métier, c'est d'avoir aussi accès à des personnes, accès à du réseau. Quand on est alors dans ce cercle, il y a les Marocains nés en France, mais aussi les Marocains qui viennent du Maroc. Quand on vient, qu'on émigre en France, on n'a pas son cercle de friends and family qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment aussi un obstacle. Et donc recréer un autre cercle via d'autres Marocains qui peuvent probablement ouvrir des portes, conseiller, mentorer, quels que soient en fait les échanges qu'on peut avoir, c'est toujours un vrai plus. Et donc voilà, de là est né Moroccan in Tech. Et la suite maintenant, c'est qu'on essaye, donc on a créé une autre initiative qui va encore plus loin. C'est l'idée de faire la même chose, mais à plus grande échelle. Parce que ce qu'on pense, c'est que ce vecteur de marocanité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, ce vecteur fonctionne très bien parce que les gens se sentent familiers. Donc, quand il y a de la familiarité, on a tendance à faire connaissance, à discuter, à échanger plus facilement. Et on s'est dit, pourquoi pas le faire à plus grande échelle, donc connecter plusieurs hubs tech dans le monde et recentrer ce réseau sur les chercheurs et les fondateurs Deep Tech. Donc de là est né Qarawin, donc Qarawin qui est inspiré du nom d'une université au Maroc qui s'appelle Qarawiyyin, qui était la première université au monde qui était créée donc à Fès. Et c'était aussi l'idée d'envoyer le message aux Marocains de renouer avec leur héritage en lien avec les sciences et de leur dire on va créer un réseau pour rendre visible et connecter les entrepreneurs deep tech, les chercheurs intéressés par l'entrepreneuriat marocain partout dans le monde. C'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Le slogan de Jugurtha Talk, c'est un micro, une France. Donc, je fais un travail de documentaliste, d'archiviste, similaire aux vidéos de Lina que tu vois en noir et blanc. Mais c'est en 2025 et je fais pour capturer l'essence de cette France en 2025 à travers un spectre particulier. Dans ce contexte-là, peux-tu me décrire ta France ? Moi, j'ai été très chanceuse parce que je suis venue en France pour étudier. Et donc, j'ai été dans un univers assez protégé, voire un peu fermé. Donc, c'est une chance parce que je me suis sentie vraiment accueillie. J'ai fait mes classes préparatoires à Saint-Louis. Il y avait pas mal d'étrangers en fait en classe préparatoire. On avait des Chinois, on avait des Marocains, des Tunisiens. Il y avait j'ai une copine espagnole, une copine hongroise. Donc à Saint-Louis, en fait, il y a plus d'étrangers qu'on imagine. C'est des gens qui ont fait leur lycée au lycée français dans d'autres capitales, mais il y a pas mal d'étrangers. Et ensuite, j'ai fait les mines. Pareil, on avait peut-être 20-30% d'étrangers. Hein. C'est des écoles d'ingénieurs qui accueillent beaucoup d'étrangers. Des Brésiliens, on avait des gens qui venaient, pareil, d'Asie. Donc, c'est parfois des étudiants qui viennent pour des échanges, mais aussi des étudiants qui ont fait des classes préparatoires. Donc moi, j'ai une vision de la France qui est liée à ce parcours-là. Après, je suis venue m'installer à Paris, qui est une ville qui accueille beaucoup d'étrangers, où quand on prend le métro, il y a plusieurs visages autour. Enfin, c'est vraiment une ville qui est plutôt diverse. Et ensuite, je travaille dans l'univers de la tech et de la recherche. Donc, c'est vraiment des univers où on ne peut pas dire que la France n'accueille pas des étrangers. Donc moi, quand on me dit c'est quoi ma France, c'est une France qui est généreuse, ouverte, où il y a de la fraternité, où j'ai retrouvé des valeurs dans lesquelles moi je m'identifie et que j'aime vraiment beaucoup. Et je suis très surprise qu'on n'en parle pas suffisamment parce que moi j'ai été naturalisée et maintenant je me sens française et je trouve que c'est une chance exceptionnelle. J'ai eu un accueil, j'ai comme gagné un parent et c'est dommage qu'on ne mette pas en avant tout ce que nous a donné cette France parce que moi j'ai été dans des
filière d'excellence. J'ai travaillé ici avec des gens qui m'ont vraiment accueillie. J'ai épousé un Français. Et j'habite en France et j'aime la France. Donc moi, j'ai eu vraiment beaucoup de chance et je me sens reconnaissante. Qu'est-ce que tu lui trouves beau finalement, la France, à ta France, à toi? Encore une fois, moi je pense que j'ai pas le même vécu que les personnes qui disent la France est raciste, les Français sont racistes, ils sont fermés. Moi, je trouve que j'ai été très bien accueillie. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité. Je trouve que la France est très généreuse. Je trouve que, par exemple, on est beaucoup plus ouvert d'esprit, on a beaucoup plus de liberté, que ce soit, par exemple, avec les religions, avec les différences. Je trouve qu'on se sent en sécurité, même si on parle beaucoup d'insécurité. Bon, après, j'ai beaucoup voyagé aussi, donc j'ai vu d'autres pays. Moi, je n'échangerai pas la France pour un autre pays. Honnêtement, je trouve qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette France, d'avoir ce... Donc, moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience très positive et d'avoir vu une facette de la France qui est une France plutôt fraternelle, plutôt généreuse, où on a beaucoup de liberté. Et donc, je déplore parfois de voir certains discours et puis aussi peut-être d'autres personnes qui véhiculent des valeurs différentes parce que aujourd'hui, on est capable de construire sur des valeurs qui sont positives parce que plusieurs personnes les partagent. J'ai eu la chance de les rencontrer, j'ai eu la chance de le voir. Et à Paris, on a la chance aussi parfois de voir aussi concrètement tous ces étrangers, tous ces gens qui viennent de partout dans le monde, qui parlent plusieurs langues. Donc, c'est faisable. Qu'est-ce que tu lui trouves de moins beau à ta France? Je pense qu'elle n'est pas à la hauteur de ses capacités. C'est-à-dire que je lui souhaite d'aller encore plus loin dans certaines choses. Je pense que par exemple, on pourrait... Ce dont je parle, c'est-à-dire qu'on a la capacité d'accueillir des étrangers, des chercheurs, des gens qui viennent dans la tech et de scaler cet écosystème de la tech via ce vecteur d'immigration. Parce que aujourd'hui, on est limité par les talents qu'on a, on est limité par le capital qu'on a, mais si on attire d'autres capitaux, d'autres fonds d'investissement, d'autres ingénieurs, d'autres entrepreneurs, on sera encore plus gros et on deviendra une capitale encore plus importante de la tech. Et pour ça, il faut qu'on soit beaucoup plus vendeur sur qui on est, ce qu'on veut et comment on les accueille, parce qu'on est capable d'accueillir ces gens-là, on est capable de grossir l'écosystème via ce vecteur, mais de l'extérieur, ça ne se voit pas. Et donc, on est capable de faire mieux, de montrer des images beaucoup plus positives, d'être beaucoup plus accueillant dans la manière dont on traite les gens qui viennent de loin, et surtout de montrer qu'en fait, en France, on peut venir habiter, on peut venir de Turquie, venir dans un laboratoire. Et il y en a, c'est la réalité de la recherche aujourd'hui scientifique. Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration, il y a beaucoup d'échanges. C'est la nature même de la recherche, c'est de faire des échanges, d'aller dans différents laboratoires. Simplement, il faut qu'on soit à la hauteur de ce dont on est capable. On est capable de faire beaucoup plus. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin là, dans ce qu'on fait, ce qu'on construit comme lien, comme partenariat, les gens qu'on accueille, les gens qu'on attire. J'ai une série de questions que je pose à tous mes invités. Donc, je vais te poser cette série de questions. Et la première, d'après ton expérience, qu'est-ce qui empêche les gens de passer de l'idée à l'action? En d'autres termes, de réaliser leurs rêves. Alors... Ça demande juste des réponses courtes. Ah, des réponses. Alors, je ne sais pas si elle va être courte, ma réponse, mais je pense que ça dépend aussi de la sécurité mentale, financière qu'on a, parce qu'on va dire à tout le monde, il suffit de prendre le risque d'y aller. Certaines personnes ont la chance d'avoir une sécurité financière, une sécurité mentale pour se lancer et créer des choses. D'autres ne l'ont pas. Pour ceux qui l'ont, je pense que c'est le courage de faire des erreurs, de tester et se dire c'est pas grave, j'aurais au moins essayé. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message de ton choix sur tous les panneaux publicitaires de France pendant 48 heures. Que lirait ton message?
Je pense que c'est important de rappeler que la diversité, c'est une nécessité stratégique. C'est pas juste une option, c'est pas juste quelque chose de cosmétique. Je pense que la diversité, c'est nécessaire dans tous les écosystèmes, même naturels, dans la tech, dans les entreprises, partout. C'est nécessaire d'avoir un écosystème avec de la diversité. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Est-ce que cette définition a évolué au fil des années? Oui, alors la réussite, en tout cas, telle que maintenant je la définis, qui est de l'accomplissement personnel, a énormément évolué. Je pense qu'au début, je percevais la réussite comme étant une réussite professionnelle. Maintenant, je pense que j'inclus pas mal de dimensions très complémentaires dans la réussite. Je pense que, par exemple, quelque chose, moi, qui me manquait dans mon éducation en tant qu'enfant, c'est de comprendre aussi la nécessité d'être bien dans son corps, dans son mental. Maintenant, on en a beaucoup plus conscience. Donc, la réussite, elle est aussi physique et mentale. Elle est aussi sociale. C'est vraiment s'entourer de gens qui t'aiment, réussir à aimer les gens, donner, recevoir. Et donc, aujourd'hui, vraiment, j'ai une définition très, très différente de la réussite. Je pense que tu m'aurais posé cette question quand j'avais 18 ans, elle aurait été professionnelle. Maintenant, je pense que la réussite, il faut qu'elle soit complète. Les Français d'origine maghrébine qui innovent, qui font évoluer les choses en France et bouger les lignes en France sont innombrables. Pourtant, la représentation des Maghrébins dans les médias en France est systématiquement stéréotypée. Pourquoi et comment expliques-tu ce paradoxe médiatique? Je pense qu'il y a un sujet de familiarité, c'est-à-dire que les journalistes vont mettre en avant les gens qui leur ressemblent peut-être. Et je pense qu'il faut commencer par peut-être, c'est mon interprétation, mais je pense que avoir peut-être des journalistes qui viennent de tous bords et puis qui viennent de tout horizon, ça facilite déjà les choses. On a le même sujet avec l'investissement. Quand on est une femme ou quand on est d'origine maghrébine, on a tendance à parler à davantage de femmes, davantage de maghrébins, parce que c'est des gens qu'on connaît, qu'on comprend. Et donc, la diversité attire la diversité. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? Je pense que c'est des gens très honnêtes. L'honnêteté, le respect. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Une réalité, je pense. Enfin, je le vois, et notamment, c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes, par exemple. Et les entrepreneurs femmes, quand elles pitchent, elles vont toujours se sentir moins légitimes, essayer de justifier, prouver en permanence. C'est très épuisant. Moi, je suis moi-même dans ce cas de figure. C'est absolument épuisant d'avoir un syndrome de l'imposteur parce qu'en permanence, on se sent obligé de se dire, de se prouver à soi-même qu'on est légitime, qu'on est capable. C'est très épuisant. On arrive à la fin. Donc, comment les personnes qui nous écoutent peuvent-elles te suivre, découvrir tes initiatives? Alors, j'ai pas beaucoup de présence sur Internet, à part mon LinkedIn. C'était mon outil de travail pour rester en lien avec les entrepreneurs. Donc, je suis présente sur LinkedIn. Maintenant, j'ai décidé de publier de temps en temps des petits posts pour répondre à des questions qu'on me pose. Le dernier post que j'ai fait, c'est « Faut-il aimer l'argent pour être entrepreneur ?» Mais aussi, les gens peuvent te suivre peuvent suivre tes initiatives comme Karawin ou Moroccans and Tech, oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on a lancé donc ce réseau qui s'appelle Karawin, sur lequel on a un site web qui s'appelle Karawin, QARAWIN.com, avec un Typeform pour s'inscrire. On a un Slack, on va faire des événements, on va faire des webinars. L'idée, c'est d'animer cette communauté de Marocains chercheurs et entrepreneurs dans le monde. Si les gens qui nous écoutent devaient garder à l'esprit un seul mot de notre conversation, ce serait quoi? Je dirais qu'il n'existe pas une forme d'entrepreneuriat, une forme de réussite. C'est plutôt cette perspective de dire que ça peut prendre plusieurs formes. Il faut avoir en tête que chacun l'exprime différemment. Et je pense que c'est important, notamment par exemple dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est important de garder en tête qu'il y a plusieurs formes, plusieurs shapes d'entrepreneurs et que chacun doit trouver la sienne. Sophia Daoud, ça a été un vrai plaisir de te recevoir à Jugurtha Talks. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à toi.